Bonjour à tous. Je tenais d'abord à remercier l'organisation, comme ça je n'oublierai personne, pour avoir pensé à inviter les associations de patients et le patient expert que je représente parmi tant d'autres. D'autre part, je suis avec 3 casquettes aujourd'hui. Le patient expert que je suis sur mon propre vécu, le témoignage que je peux apporter de la prise en charge médicale et chirurgicale parce que j'ai eu ce format. Deuxièmement, en tant que présidente, fondatrice de l'Union nationale des associations de personnes obèses en France. Actuellement, on représente 35 associations de patients en France. Et puis, la dernière casquette, c'est que le combat que je mène sur l'obésité, vous l'avez bien douté, certains d'entre vous me connaissent, au-delà de ça, m'a permis de devenir coach santé pour l'accompagnement des malades dans l'obésité. Et plus principalement, l'action que je mène actuellement, c'est sur la chirurgie de l'obésité qui me paraissait important. Ce matin, j'ai été contente de voir qu'il y avait des messages que je souhaitais avoir et je suis très contente de l'évolution. Donc je vais être brève parce que je sais qu'on m'a dit qu'il fallait que je parle moins, donc on va y aller. Donc aujourd'hui, je fais un petit rappel des textes sur la loi HPST du 21 juillet 2009 portant sur la réforme de l'hôpital. Je pense que vous les connaissez toutes. L'article 84 qui a pour objectif de définir le champ de l'éducation thérapeutique du patient. Voilà, ça aussi vous connaissez. Et surtout l'encadrement des actions d'accompagnement largement associatives via un cahier des charges national que vous devez connaître, mais peut-être un peu moins. Je reparle un petit peu donc de l'éducation thérapeutique en obésité et en chirurgie de l'obésité. L'éducation thérapeutique, on sait qu'en obésité et en chirurgie, c'est un peu nouveau. C'est pas nouveau dans d'autres pathologies chroniques, notamment le diabète, puisque je suis famille d'aidante diabétique, entre autres. Et donc, je rappelle un peu aujourd'hui le rôle. Mais l'éducation thérapeutique et obésité, dans l'obésité, on nous dit souvent que c'est une maladie grave, mais je pense que c'est une maladie qu'il faut dire chronique. En tous les cas, on est déclaré à l'OMS et l'HAS depuis 1997 comme c'est une maladie. Mais je tiens à vous dire que la majorité des personnes atteintes l'ignorent, d'où la difficulté d'éduquer ces patients. Ils ignorent vraiment qu'ils sont en maladie chronique malgré une chirurgie. L'approche thérapeutique doit se baser sur le référentiel que vous connaissez tous, donc nutrition physique adaptée et soutien psychologique. Ça, c'est vraiment important de le redire. Malgré que les patients, je répète, ne se sentent pas du tout malades de ce que vous nous soignez. Donc ça, c'est le ressenti de malade que je suis. Mais moi, je suis déjà bien rééduquée. Et je m'acharne à éduquer les patients et les familles pour qu'ils viennent se faire soigner comme il se doit. Voilà, donc je vais aussi parler du coaching santé. Je ne sais pas si tout le monde connaît le coaching santé. En tous les cas, c'est un complémentaire, c'est un programme, le coaching santé, c'est complémentaire à l'éducation thérapeutique. Le coaching santé, c'est un soutien qui est personnalisé en vue d'améliorer les compétences de résoudre un problème ou d'atteindre un objectif réalisable. Le but, c'est d'aider les personnes à trouver des propres solutions et de lui donner accès à ses ressources afin de le rendre autonome et responsable. Et ça, c'est dans la vraie vie, c'est-à-dire que l'éducation thérapeutique qu'ils ont en milieu hospitalier, centre, médecin de ville, tout ce qui se fait en prise en charge, ils ont acquis des compétences et malheureusement, ces compétences ne sont pas mises en pratique dans leur propre environnement qui, à mon avis, est toxique parce qu'ils éprouvent des difficultés à mettre en œuvre ce qu'ils ont appris. Nous sommes des associations de terrain, donc on va à domicile chez les gens. On est vraiment on est l'aide aux malades et on ramène souvent le malade à l'assistante sociale, à une structure, à un médecin, parce que c'est, comme vous l'avez dit, c'est une prise en charge qui est difficile. Ils ne comprennent pas tout correctement. Nous accompagnons les patients au-delà du parcours déjà existant, vous l'avez bien compris. L'entretien motivationnel, comme l'a rappelé, et la réflexion qui a été faite par le docteur Meyer tout à l'heure. Bon, je ne reviens pas sur tout, mais ces entretiens avec le patient bariatrique, puisque j'ai dit que cette année, on faisait une action sur le patient opéré ou avant l'opération.
Donc, c'est de préparer le futur opéré à prendre conscience de la transformation de son corps qui est liée à la grande perte de poids et à la remise en question de son mode de vie, mais aussi à des relations avec son entourage proche ou aux professionnels, ainsi que ses relations humaines. Alors, je sais, ici, je connais beaucoup de professionnels, vous en parlez, vous êtes dedans. La seule chose, c'est qu'on essaye de développer des groupes, donc avec des patients et des familles. On dédramatise le côté, on démédicalise la prise en charge médicale. Alors, je sais qu'il y a des professionnels qui ne seront pas d'accord, mais c'est aussi important que nous, on vous fasse remonter des ressentis de patients malgré la bonne prise en charge que vous avez estimée et mis en pratique. Voilà. Donc, la gestion du stress et des émotions retentit sur l'ensemble de notre être, donc corps, mental et émotions. Les médecins, les psychiatres et les psychologues en ont bien parlé. En fait, mettre des mots sur des mots, c'est quand même un peu compliqué pour les êtres humains que nous sommes, surtout quand on est en pathologie, polypathologie, c'est un peu compliqué. Donc les objectifs dans la vraie vie, c'est vivre avec sa chirurgie, ça se prépare. On nous modifie l'estomac, entre autres, ou on nous restreint l'estomac, et ça a un retentissement sur notre propre vie, notre propre âme, et les gens qui nous entourent, proches, de temps en temps ne peuvent pas comprendre exactement pourquoi il y a un changement, pourquoi ça se passe comme ça. Donc il faut aussi les former, et c'est sur le terrain qu'on les forme. Reprendre confiance en soi, apprendre à être heureux, on en a parlé, c'est ce qu'on dit à chaque fois. Donc on fait des bilans de coaching, en tous les cas, en tant que quelque chose très important, et on arrive à faire parler le patient parce qu'on n'est pas médecin, parce qu'on n'a pas cette formation, et on a une autre approche. Il est plus facile pour un patient et une famille de nous dire des choses qu'il n'osera pas dire. Et nous, on retranscrit ça avec son accord au médecin. Ça doit le médecin traitant ou le chirurgien, voilà, qui ont besoin d'informations malgré tout. Donc, vaincre la dépendance aux mauvaises habitudes et aux mauvaises hygiènes de vie, ben ça, vous le savez. Mais sur le terrain, réellement, il faut faire les frigos, il faut aller faire les courses avec eux. Il faut leur imposer des horaires, il faut qu'ils modifient leurs horaires avec leur mari, leur conjoint, leurs enfants. Ce n'est pas toujours très très facile. On veut qu'ils retrouvent le sommeil parce qu'on a des messages aussi comme vous, mais avec nos mots simples, en disant qu'il faut qu'ils dorment bien, qu'ils s'alimentent bien. Mais nous, c'est au quotidien, c'est dans un langage on va dire, de femme au foyer. Je ne sais pas comment, je n'ai pas encore trouvé les bons termes pour le dire. Mais ça a un impact, ce que l'on fait sur le terrain. Et ça verrouille ce que vous dites aussi, parce que nous, entre parenthèses, on est le lien, parce qu'on se forme avec vous. Alors, automatiquement, on arrive à mener des messages et des actions en fonction de ce qu'on a appris avec vous. Le plaisir sans les kilos, on en a parlé. Ils n'éprouvent plus de plaisir de se mettre à table, ils n'éprouvent plus de plaisir de faire quoi que ce soit, c'est compliqué. On essaye de les rééduquer à prendre du plaisir. Respecter son corps, prendre soin de soi, ben évidemment on le dit, mais pour le faire, c'est encore une autre étape. Travailler sur son image corporelle, ben ça c'est en tous les cas pour les femmes. Les hommes ont une autre démarche, mais c'est aussi difficile, mais c'est encore une façon. Mais nous, on a quand même 80% de femmes qui se remettent en question et c'est pas facile pour elles. Développer des compétences qu'elles ont, mais qu'elles ne savent pas s'en servir. Alors on essaye de puiser en elles tout ce qu'elles ont pour remettre ça. Devenir autonome et responsable. La responsabilité, on en a parlé avec le docteur hier, entre autres. C'est ce qu'on fait. Alors l'avantage de l'approche du coaching santé, cette approche a de nombreux avantages. Ce soutien permet de diminuer la honte et la culpabilité et l'angoisse, bien évidemment, puisque ça fait partie des 3 mots clés. Facilite l'expression des difficultés aussi, parce qu'on est facilitateur et puis ça aide à évoluer. C'est aussi l'accès à une meilleure acceptation et verbalisation du ressenti, des émotions et des pensées, qui sont des fois très négatives et très dures à entendre. Nous, constamment, on a la verbalisation très, très difficile pour nous. C'est très difficile aussi parce qu'on n'était pas préparé à ce genre de message. Et ça sensibilise la prise de conscience. Ça donne aussi un sens à leur démarche pour une nouvelle vie, surtout dans la prise en charge. Quand on a une demande de prise en charge de chirurgie,
C'est surtout qu'il faut qu'ils apprennent à vivre avec leur chirurgie, entre autres avec leur estomac. Et ça, c'est vraiment quelque chose, je l'ai vécu au quotidien. À cette époque où j'étais opérée, je suis une ancienne opérée, donc on m'avait dit plein de choses. J'ai répertorié, mais je ne savais pas ce que ça voulait dire réellement dans la vraie vie. Donc j'ai mis 3 ans à gérer ma première chirurgie. Ça a été difficile et c'était des années d'angoisse. Et si je devais refaire ça, je le referais qu'avec une éducation, une rééducation et un accompagnement au moins pendant 1 an. Voilà, c'est la réflexion que j'ai après avec le recul. Donc, en pratique, le coaching santé a toute sa place et est un complément dans le programme d'éducation thérapeutique. D'où l'intérêt d'avoir une association de patients, aide aux malades, parmi votre équipe pluridisciplinaire. J'espère pouvoir l'année prochaine, au congrès de la SOFCO, montrer les chiffres de coaching qu'on a pris cette année. Donc on aura une revue, c'est pas moi qui vais les présenter parce que je ne suis pas médecin, mais je contribue à l'équipe et je donnerai le maximum pour que vous ayez des retours que vous pourrez peut-être travailler dessus. Il ne s'agit pas de consultation médicale ou paramédicale, mais bien de mettre en pratique et en perspective les informations que le patient a reçues dans le but de l'accompagner à vivre sa nouvelle vie au quotidien. Donc, il y a les entretiens motivationnels, le suivi objectif, la formation de patients experts que l'on fait avant qu'ils aillent à la chirurgie. Quand le parcours, le bilan pré-op, ce que vous avez mis en place, c'est génial. Juste avant, quand ils ont leur date opératoire et le type d'intervention, nous leur faisons une vraie formation que je vous dis qu'ils payent leur formation parce que nous, on n'est pas payés, alors déjà, c'est déjà compliqué, mais ils payent leur formation. Ils ont après un petit document en PowerPoint pour se rappeler la formation et suivre pendant... C'est une formation spécifique. Ensuite, cette formation, on les évalue 1 an après une chirurgie. Il y a une partie médicale qui est faite par l'équipe avec des critères. Une partie qui est faite avec des indicateurs de santé publique, puisque j'ai quand même une petite formation de santé publique pour voir. Et ensuite, on leur donne s'ils ont bien réussi et que c'est bien, ils ont une attestation qu'on leur donne de patient expert qui est attaché au centre ou l'équipe au chirurgien ou à l'équipe. Et ça, nous allons donc répertorier au fur et à mesure les patients experts qui vont devenir des tuteurs pour les nouveaux opérés, ce qui me semble important parce que nous, on ne pourra pas tout faire. Et puis, si les tutelles, les ARS, la sécurité sociale veut avoir, comme dans d'autres maladies chroniques, des patients experts, ils auront une liste de patients experts et on pourra dire que quand même le patient obèse n'est pas dans la nature et qu'il a des tuteurs. Et ça, je pense que c'est très important dans notre spécialité et c'est notre maladie. Ensuite, il permet aussi de personnaliser et de prolonger la prise en charge coaching. Son périmètre d'action est large. Relooking, parce qu'à un moment donné, il se passe des choses. Les gens sont heureux, mais ils veulent changer. Donc, coiffure esthétique, coach sportif, parce qu'il faut quand même coacher ces gens au niveau sportif, évaluer leur perte de poids avec l'accompagnement du sport. Diététicienne, psychothérapeute, professionnelle et professionnelle. Alors professionnel, on a aussi un paramètre que s'ils sont sur un poste où ils ne sont plus adaptés, on essaye de travailler avec les médecins du travail qui nous accueillent largement très bien afin qu'on puisse aider la personne qui est en poste à ne pas perdre ce poste et on l'aide aussi à avoir un projet de vie pour se reformer. Les patients volontaires qui ont adhéré à ce programme ont une meilleure chance de réussir leur démarche. C'est ce qu'on va montrer pendant toute l'année pour l'année prochaine. Le coach santé est intégré à l'équipe pluridisciplinaire. Il participe aux réunions de RCP. On a un modèle qui a été mis en place pour le centre de lutte de l'obésité et du surpoids en 69, en Rhône-Alpes. Et l'évaluation sous forme de... Donc, on a quand même des outils d'évaluation avec des questionnaires qui est transmis à l'équipe médicale. Enquête alimentaire, prise en charge sur la vie du patient, s'il est cadre, combien il gagne, pour évaluer tout un tas de choses très importantes et pour savoir ce qu'on peut lui faire, ce qu'il est apte à changer, à quel niveau il peut changer. Conclusion, tout au long de la perte de poids et après, le coach santé les accompagne dans leur changement de comportement d'hygiène. L'émancipation de leur corps, c'est un sujet qui vient après la perte de poids. Là,
c'est flagrant. Il leur permet de reprendre confiance sans contrainte, mais avec du plaisir. C'est ça le but recherché. Ils ont une vision créative, c'est une vision créative pour le patient, c'est de se redécouvrir et de mettre ses propres objectifs en place. Son épanouissement va dépendre de la modification de son mode de vie. Alors, conclusion. Ah non, je suis pas, j'ai raté. Voilà. Non, c'est pas là non plus. Désolée, je suis pas très. J'en étais aux conclusions, c'est bien là, voilà. Oui, on l'a fait, donc voilà. Donc, je voulais faire un petit rappel sur quelque chose qui me paraît important. La maladie chronique, obésité, ce sont des mots un peu difficiles à accepter. C'est du handicap aux soins. Ça, c'est important parce qu'on nous demande beaucoup de choses. Et du soin au bien-être, c'est la partie qui nous intéresse le plus pour nous. Et le handicap que l'on a aux soins, c'est grâce à vous. C'est une vision aussi qu'on a voulu vous dire. C'est grâce à vous qu'on sera peut-être moins dans cette situation de handicap social, physique et du soin qu'on aura bien fait. On passera au bien-être. C'est un message que je voulais vraiment. Donc ça passe par l'insertion et la réinsertion professionnelle et sociale parce qu'il y a vraiment un travail à faire. Des soins qui sont parfois permanents, de l'auto-soin, des situations sociales complexes et bien d'autres critères, le logement, la famille. Enfin, on en a répertorié tellement qu'on a mis des petits points parce que c'était... Voilà. Vivre avec sa maladie chronique et bien vieillir, c'est ça qui nous intéresse, nous. Vos patients que vous avez, c'est comme moi, c'est ça. La situation du handicap s'installe naturellement et progressivement. Il ne faut jamais l'oublier, même si on a perdu beaucoup de poids, les séquelles y sont. On a été cabossé. Je pense que vous le savez d'un point de vue médical, mais il faut quand même savoir que c'est difficile, il faut s'accrocher. Alors, je vous fais juste un petit parcours en vitesse, chronologie, parcours de la personne obèse, surpoids, maladie, mais identifier le chemin de la personne obèse, le dépistage de la maladie, il y a des consultations, il y a le médecin traitant, il y a l'hôpital, la prise en charge sanitaire, il va à l'hôpital, il va en clinique, l'hospitalisation de jour, les maisons diététiques, le soin de suite SSR. Et puis il y a une autre, nous on voulait mettre l'accent sur les soins thermalisme, car aujourd'hui nous avons la chance de pouvoir bénéficier de cures thermales adaptées avec programmes d'éducation thérapeutique qui sont agréés par l'ARS. Et moi je voudrais m'attarder sur ça juste un petit peu. Je ne connais pas grand-chose encore, je n'ai pas ma formation en thermalisme, mais je veux m'attarder à ça pour vous dire que c'est difficile de prendre tout ça en charge, la sécurité sociale, les mutuelles. C'est un vrai problème pour le patient et les familles. Je pense qu'il faut faire l'évaluation, il faut mutualiser toutes les ressources qui nous sont actuellement sur le terrain en France. Et je pense que le thermalisme, jusqu'à présent, n'a peut-être pas eu un intérêt grandiose pour l'obésité, le surpoids, mais il y a des gens qui ont travaillé dessus avec des programmes d'éducation thérapeutique. Pour ne pas les citer, mais je suis obligée parce que on ne serait pas des associations de patients si on ne le faisait pas. C'est les chaînes thermales du Soleil qui ont fait un travail admirable sur ces programmes d'éducation thérapeutique. Et je pense qu'il faut quand même faire le nécessaire en tant que médecin, prescrire ces cures préopératoires quand il est possible pour préparer le patient s'il n'a pas beaucoup d'argent, post-opératoire, y compris les SSR qu'il ne faut pas oublier, on est d'accord, hein, c'est des structures que l'on a, il faut les utiliser et le patient et sa famille sera content et en plus vous donnerez le ressenti du patient et des familles, vous donnerez. On dira, tiens, le chirurgien, l'équipe m'a donné une prescription. Vous voyez, j'ai pas besoin d'aller voir que le médecin traitant, ou j'ai pas besoin, on s'occupe de moi, on va me préparer avant, et en plus, on va s'occuper de moi après. Je pense que le ressenti des patients, c'est aussi important. Ils vont pas vous le demander, mais c'est ça. Ensuite, il y a le service hospitalier, les assistantes sociales du service, pour vous servir. Et puis, il y a les associations de patients experts. On est l'aide aux malades. Il ne faut pas que vous oubliez l'aide aux malades. Après, il y a le suivi médico-chirurgical, les consultations, les séances d'éducation, le médecin du travail, les ordonnances. Enfin, quand même, il y a des choses qui se font pour le patient. La sortie du patient, c'est quoi? Prescription médicale, ambulatoire, via SSR, maison régionale de santé, maison pluridisciplinaire, maison de santé. Enfin, il y a beaucoup de structures qui sont en place. Donc, partenariat d'associations de patients. Alors,
Quelles pistes, réflexion pour les tutelles, si elles sont dans le... Hein, quelles pistes pour un financement association de patients experts et professionnels de santé? C'est quand même inscrit dans le cahier des charges nationales, référence de la loi. Cherchez, vous comprendrez. Je vais donner juste 2 images. Voilà. Voilà. J'avais trouvé à l'école de la maladie avec le patient professeur. C'est en maladie chronique, donc en rhumatologie, où on a invité les patients malades en rhumatologie pour donner... C'est le patient professeur qui vient parler aux futurs étudiants qui vont sortir pour s'occuper de la maladie. J'ai trouvé que c'était pas mal et que si on voulait avancer donc en obésité, on pouvait peut-être mettre des patients un peu experts à la rencontre aux universités, aux futures consultations. Ça aurait une approche. Enfin voilà, c'était une piste. Un centre de lutte de l'obésité comme Lyon. Alors la photo n'est pas très très belle parce que j'avais pas beaucoup de moyens techniques, mais je vous la passerai. C'est un centre, des soins de suite SSR, la sécurité sociale, la mutuelle, les associations de patients, les consultations. Donc on voit bien que ça s'est organisé, donc c'est une bonne chose. Et puis en dernier, c'est fini. Voilà, l'éducation thérapeutique du patient et du coaching santé, prise en charge du patient obèse. Et bien voilà, ça s'articule comme ça. Il y a un modèle à Lyon qui s'est monté. Et voilà, c'était juste pour des pistes de réflexion. Je vous remercie de m'avoir écouté.